Et si choisir ton futur métier était un voyage fun et interactif? Découvre le livre Mission Orientation, l'aventure en 10 étapes pour trouver ta voie et réussir ton choix métier formation. Vous êtes élève, étudiant, parent, enseignant, éducateur. Dans une démarche de reconversion professionnelle, procurez-vous Mission Orientation sur edukia.com/mission orientation, Amazon Monde et dans les librairies de France en Côte d'Ivoire. Embarquement immédiat. Bienvenue sur edukia.com, la plateforme qui est dédiée à l'orientation scolaire et aux études supérieures pour la jeunesse africaine. Je suis Ina et sur cette chaîne, j'ai le plaisir de vous retrouver pour partager des conseils, des astuces pour que vous puissiez préparer au mieux votre avenir professionnel. Alors, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, à partager, à liker et surtout à nous aider à susciter des vocations. Aujourd'hui, on a le plaisir d'être en présence de Dr Farida, qui est médecin cardiologue et qui vit au Sénégal. Merci beaucoup, docteur, d'être avec nous aujourd'hui. Ça nous fait vraiment plaisir de partager votre expérience et votre parcours. Merci à vous de nous donner la chance de partager notre expérience, effectivement, avec les différentes personnes que ça pourrait intéresser. Ok, parfait. Alors, donc, en fait, avec nous, l'idée, c'est déjà de savoir, mais en fait, quand vous étiez enfant, qu'est-ce que vous vouliez faire? Alors, moi, ça a toujours été médecine. Hein. Okay. Je ne sais pas quand c'est arrivé, mais tout ce que je sais, c'est qu'en grandissant, c'est ce que maman me disait. Bon, mes oncles, j'ai un tonton qui m'est très proche, que je salue au passage, qui disait également, qui m'appelait déjà même docteur chaque fois qu'il me voyait. Il ne m'appelait jamais par mon prénom, il m'appelait toujours docteur, docteur, docteur. Et je pense que dans la famille, je pense que c'est une suite logique, hein, parce que quand j'ai fini mes études de secondaire, j'ai eu le baccalauréat. Mes parents ne m'ont rien demandé, on m'a juste dit demain, fais ta valise, tu vas à Dakar, tu vas faire médecine. Donc, pour eux, c'était logique. En fait, et la vérité, je ne me voyais pas faire autre chose que médecine. Voilà. D'accord. Donc, on entend clairement l'aspect, on va dire, vocation que j'ai dit dès le départ. Ok. Et alors, en fait, là, il y a deux choses quand même qu'on va séparer. Il y a le côté médecin, voilà. Et puis, il y a le côté cardiologue. Et donc, comme l'aspect médecin, je pense que pas mal de gens savent quand même ce que c'est. On va se demander, mais en quoi consiste le métier de cardiologue? Alors, moi, je vais parler en connaissance de cause de ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest parce que c'est ce que je connais, c'est ce que je vis au quotidien. Déjà, cardiologue, avant d'être cardiologue, on est d'abord médecin généraliste en général, c'est-à-dire on touche à tout. On fait une formation pour avoir une idée générale sur tout ce qui est pathologique sur l'être humain en priorité. Et secondairement, on a la possibilité de se spécialiser, d'épouser d'autres professions, d'autres chaînes de travail et tout. Et là, moi, j'ai choisi la cardiologie. Pourquoi la cardiologie? Au départ, c'est un peu pour maman, d'accord? Parce qu'elle avait une pathologie cardiaque et je me suis dit, je veux savoir en fait ce qu'elle a, je veux essayer d'être sûre qu'elle a la bonne prise en charge. Voilà. Donc, c'est un peu tout ça qui a fait que je suis allée vers le domaine de la cardiologie. Voilà. Mais le cardiologue, c'est quoi? Le cardiologue, c'est celui qui s'occupe de tout ce qui est pathologie cardiaque, c'est une redondance, et vasculaire. Alors, nous, on nous appelle les spécialistes des maladies cardiaques et vasculaires. Ok, d'accord. Voilà. Ok, c'est clair. On comprend aussi le cheminement qui vous a envoyé, on va dire, vers la cardiologie, parmi toutes les spécialités que justement compte la médecine spécialisée en l'occurrence. Ok. Et en quoi ça consiste? Alors, en fait, concrètement, le matin jusqu'à le soir quand vous rentrez, de quoi est fait le quotidien d'un médecin cardiologue? Cardiologue. Alors, ça va dépendre déjà on a un programme, mais on a un programme général. Alors, il y a certaines structures, il y a des jours qui sont définis, puisque c'est un travail, ça peut être un travail d'équipe ou ça peut être un travail personnel. Donc, ça dépend si l'individu est dans un cabinet privé où il est de ceux là-bas ou s'il est dans une équipe pluridisciplinaire qui regroupe plusieurs cardiologues. Alors, si pour l'un ou l'autre,
Le matin, il arrive, il reçoit ses malades parce que c'est un système de rendez-vous, c'est sur rendez-vous, il reçoit ses malades. Alors, il faut savoir qu'on a des jours. Il y a des jours où on fait les consultations, il y a des jours où on fera les échographies, etc. Mais à certains cabinets où tu feras tout le même jour, c'est-à-dire le malade il vient, tu l'examines. Si ça nécessite une échographie, tu la feras dans la foulée. Alors, médecin cardiologue, c'est d'abord consulter le malade pour tout ce qui est pathologie cardiaque. La plupart du temps, le maximum des malades qui vont venir vont nous dire, docteur, j'ai mal à la poitrine. Voilà. Et il y aura des éléments qui s'associent à la douleur, l'irradiation, le type, etc. Donc, on va examiner, on va essayer de comprendre pourquoi. Le cardiologue, le premier outil du cardiologue ou de la plupart des médecins, c'est le stéthoscope d'abord. C'est utiliser le stéthoscope, poser, essayer de comprendre, de voir ce qui se passe, ce qui va moins bien et tout. Après, pour le cardiologue type, c'est l'électrocardiogramme, si vous voulez. Chez l'orthopédiste, on va dire le marteau. Chez l'ophtalmologue, on va dire son appareil pour voir dans les yeux. Mais chez le cardiologue, on parlera d'électrocardiogramme. Un malade qui vient de douleur thoracique, s'il n'y a qu'une chose qu'il faut faire, c'est faire l'électrocardiogramme pour voir s'il n'y a pas d'anomalie au niveau de l'électrocardiogramme. Voilà. Donc, après avoir fait l'électrocardiogramme, qui peut être fait soit par le cardiologue lui-même ou par une infirmière qui a été formée pour ça, l'infirmière, elle peut juste placer, tirer l'électrocardiogramme, mais il faut savoir que l'interprétation revient strictement au cardiologue, parce que c'est lui qui a reçu la formation et c'est lui qui peut dire s'il y a des anomalies ou pas. Voilà. Donc, après ça, si le malade a besoin d'une échographie cardiaque, on peut la faire dans la foulée ou pas. On peut, en fonction de la gravité ou de l'urgence, la faire dans la foulée ou pas, ou la reporter, etc. Alors, en milieu hospitalier, la plupart du temps, c'est des jours. Donc, tu peux avoir lundi, c'est dédié à la consultation générale. Il y a les malades qui sont hospitalisés qu'il faut gérer, mais c'est des équipes. Et donc, ça tourne. Aujourd'hui, moi, je sais que je suis en hospice. Demain, en hospitalisation. Demain, je sais, par exemple, que je suis en consultation. Après, demain, je sais que je suis à l'échographie. En sachant que, vu que c'est une équipe, chaque pôle aura toujours un cardiologue. Donc, c'est différent du cabinet qui est privé, qui a le seul cardiologue et qui, en général, doit tout faire. Il y a certains cabinets qui ont choisi de faire juste de la consultation lundi, de faire de l'échographie mardi. Mais dans tous les cas, l'ECG, ça, il n'y a pas de jour pour ça. Malade, il arrive, douleur thoracique, urgence, ECG. Il n'y a pas de... On ne joue pas avec. C'est-à-dire, chez nous, le cœur, les minutes, c'est de l'or. Ah ben oui. Voilà. Ah oui. Et effectivement, c'est vrai que quand on avait échangé, il y avait la notion d'urgence. Et c'est bien que vous ayez précisé que, en fait, vous tournez en guillemets par roulement et avec un planning. Donc, il y a toujours quelqu'un à l'hospitalisation, toujours d'urgence, au cas où, voilà, on a des patients qui nécessitent, on va dire, ce niveau d'intervention. Et du coup, je voulais demander, est-ce que vous êtes dans la partie, alors, intervention chirurgicale, en fait, concrètement? OK. Alors, déjà, la cardiologie de base est médicale. Donc, un cardiologue, c'est d'abord médical. Après, il y a ce qu'on appelle une sous-spécialité, c'est-à-dire que tu fais tout ton cursus, tu sors médecin généraliste, tu rajoutes tes 4 années de spécialisation pour être cardiologue et à la fin, tu peux rajouter une sous-spécialité, certains l'appellent un DU, diplôme interuniversitaire, d'accord? Si tu veux faire, chez nous, on dira de l'interventionnel. De l'interventionnel, si c'est un malade qui a besoin, par exemple, d'un pacemaker, là, on parlera de la partie rythmologique ou de la coronarographie, de l'angioplastie pour tous ceux qui ont les coronaires bouchés, etc., etc. Donc, il y a plusieurs approches. Il y a certains cardiologues aussi interventionnels pour tout ce qui est valvulopathie, s'il faut aller dilater, etc. Mais il faut séparer la cardiologie médicale de la chirurgie cardiothoracique parce que ça, c'est une autre spécialité avec une prise en charge qui est totalement différente. Mais il faut savoir que les deux équipes sont toujours en discussion, s'il y a un malade qui nécessite les deux pôles et tout, en tout cas dans différents hôpitaux, parce que chez nous, en Afrique, au Sénégal en particulier, on n'a pas forcément tous les services dans les mêmes hôpitaux. Voilà. Par exemple, un hôpital où moi je suis passée, là où j'étais, qui est la base même de la cardio, au départ, il n'y avait pas de chirurgie cardiothoracique au sein de l'hôpital. Mais on est toujours en contact avec les chirurgiens cardiothoraciques en cas d'urgence ou au cas où on a besoin d'eux. Voilà. OK. Donc, en fait, le chirurgien cardiothoracique, c'est quelqu'un qui a fait, on va dire, qui a fait la chirurgie comme spécialité et qui a choisi particulièrement sur le cœur, peut-être?
En fait, le chirurgien cardio-thoracique n'a fait que la chirurgie cardiaque. D'accord, ok, c'est Voilà, clair. donc celui-là, nous, quand on finit, on sort médecin généraliste, on choisit d'épouser la spécialité de cardiologie. Lui, il choisira d'épouser la spécialité de chirurgie cardio-thoracique. Et il faut savoir que les deux spécialités n'ont pas la même durée. Chez nous, ça sera 4 ans. Chez eux, ça peut aller jusqu'à 6 voire 7 ans. Ok. Parce que c'est la Et on peut cardio. comprendre pourquoi. Et il faut aller. Voilà, c'est ça. Voilà. Et justement, ma question, ça allait être, est-ce que vous travaillez exclusivement sur le cœur ou bien il y a des choses, on va dire, dans le corps qui sont à côté ou des, voilà, qui interviennent aussi dans votre travail? Alors, on travaille sur le cœur en particulier et sur tout ce qui peut affecter le cœur en détail. Okay. Par exemple, l'hypertension artérielle, ça, c'est les vaisseaux, d'accord? Il y a des malades qui vont faire ce qu'on appelle les thromboses veineuses. Ça, c'est les membres inférieurs, voilà, des thromboses veineuses du membre inférieur ou du membre supérieur. Ça sera les veines, d'accord? Okay. Le cœur a des gros vaisseaux. Il y a l'aorte, il y a la tête pulmonaire. Et ces vaisseaux-là sont liés aux plus petits, etc., etc. Il y a la circulation pulmonaire aussi qui interagit. C'est-à-dire, nous, dans notre formation de cardiologie, pardon, on va passer dans plusieurs services. On va passer en pneumologie à un moment donné. On va passer en médecine interne à un moment donné. On va passer en diabéto à un moment donné. Voilà, c'est-à-dire, on va quand même faire le tour pour avoir une idée générale. Mais, par exemple, quand je vais prendre l'embolie pulmonaire, qui peut très bien se traiter par les pneumologues, aussi bien par les cardiologues, mais généralement, chez nous, embolie pulmonaire, on a tendance plutôt à envoyer ça en cardiologie. Pourtant, on entend pulmonaire, on serait tenté de penser que c'est le poumon, mais nous, on se retrouve à prendre en charge ce type de pathologie-là. Voilà. D'accord, ok. Comme quoi, effectivement, c'est vaste. Et puis, c'est bien que, enfin, ça, c'est une information qu'on n'avait pas forcément, que vous fassiez le tour des autres spécialités aussi pour comprendre le côté complémentaire. Ok, super. Et en fait, la plupart du temps, c'est quoi, ça peut être quoi les causes des maladies du cœur? Enfin, grosso modo, dans notre hygiène de vie, peut-être. Alors, c'est très, très vaste. Okay. Très vaste. C'est très vaste, ça va dépendre de quand on soit dans le genre masculin que dans le genre féminin. Bon, moi, la première chose qui me vient en tête déjà, c'est tabac, maladie coronarienne. Voilà. Donc, tabac, maladie coronarienne. C'est pour ça qu'on dit dans nos habitudes générales de la vie quotidienne, le tabac est à exclure parce que ça a des effets néfastes et tout. Alors, quand on a touché au tabac ou quand on est en train de fumer, on peut s'attendre à faire des maladies coronariennes. D'accord? Je vais dire l'obésité et je vais insister sur le cholestérol parce que c'est pas tous les obèses, en fait, c'est pas que les obèses qui vont peut-être faire des maladies coronariennes. Il faut savoir qu'il y a des sujets qui sont minces, le morphotype, ça c'est familial, hein. On a des familles de cholestérolémie qui vont également faire des maladies coronariennes, d'accord? Il y aura aussi les habitudes de vie quotidienne. Chez nous, on aura certains métiers, le métier de tailleur, le métier de gardien, des métiers où on ne bouge pas beaucoup, voilà, qui peuvent entraîner certaines pathologies cardiaques, notamment l'embolie pulmonaire dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a certains facteurs également, par exemple des voyages au long cours. Si les voyages par la route, on n'a pas tous l'habitude de prendre l'avion. Il y a des gens qui font des longs voyages sur des jours. Donc, le fait de ne pas bouger, c'est pour ça qu'on demande tout le temps, quand les bus font des pauses, il faut vous lever, il faut marcher, il faut descendre, détendre les muscles pour que la circulation sanguine puisse être bien faite. Parce que si le malade ne bouge pas, il peut y avoir des risques d'embolie pulmonaire, d'emboles qui peuvent se détacher. D'accord? Voilà, c'est à peu près ça. Après, il y a l'hypertension artérielle aussi. Là aussi, c'est des facteurs de risque. Déjà, quand on vient d'une famille où papa ou maman est hypertendu, il faut s'attendre à ça. Donc, il faut déjà commencer à faire le régime, à faire le sport, à faire attention à ce qu'on mange et tout. Voilà, c'est à peu près ça. C'est vraiment des facteurs de risque qu'on appelle chez nous. Il y a des facteurs qui sont modifiables. Si on est obèse, on sait qu'on peut essayer de bouger, essayer de changer les choses. Si on fume, on sait qu'on peut essayer de changer les choses. Mais quand on vient d'une famille d'hypercholestérolémie, on n'y peut rien si ce n'est prendre la statine et puis essayer de prévenir l'implantation de certaines plaques quand on vient d'une famille d'hypertendus. Voilà, il y a des petits trucs dont il faut s'attendre. Voilà. Ok, d'accord, je comprends. Et enfin, merci beaucoup pour tout ce, on va dire, on a quand même eu la variété
des causes potentielles de ce qui peut entraîner une maladie ou un c'est juste une oui, petite goutte d'eau. infime. Voilà, une infime partie. Moi, là, en parlant, c'est ce qui m'est venu en tête en Oui. premier que j'ai Et abordé, ce qu'on voit à l'hôpital en général. Voilà. Merci beaucoup. Et alors, en termes de parcours, parce que vous avez déjà un peu évoqué hein, la formation, mais du coup, quel est le vôtre? Quel est le parcours que vous avez eu? Comme vous avez dit, quand on vous a dit demain tu vas à Dakar, qu'est-ce qui s'est passé après? Alors, bon, donc on ne va pas parler de ce qui s'est passé avant demain tu vas à Dakar. C'est le cursus normal de tout le monde. Je ne sais pas où vous avez étudié, mais vous devez le connaître. C'est le primaire, après le primaire. Si je ne me trompe pas. Pardon? Avec un bac scientifique, si je ne me trompe pas. Oui. Voilà, Donc, c'est un bac scientifique. Je pense que j'ai eu un bac D. Voilà. OK. Voilà. J'ai eu un bac D. Et au Sénégal, ça va sur dépôt de dossier, il y a une sélection. Donc, vous déposez votre dossier. Si vous êtes sélectionné, vous commencez vos études de médecine. Okay. Première, deuxième année, c'est un cursus. Au départ, on dit oui, il faut passer, il faut valider les modules. Mais nous, en première année, on a toujours dit que c'était un concours. Parce que quand on arrive, la vérité, tout le monde veut faire médecine. Donc, on se retrouve très, très nombreux dans les amphithéâtres. Il n'y a pas forcément de place pour tout le monde. C'est vraiment, on va au combat, quoi. Donc, moi, je me rappelle, si mes souvenirs sont bons, en première année, on devait être au moins 800 étudiants en première année. Et en deuxième année, on n'était pas 400. Donc, moi, je dis c'est un concours parce que là, il faut se battre. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Alors, c'est 7 ans à remplir, 7 ans pleins. Moi, j'ai eu la chance de ne pas reprendre d'année parce que c'est un peu ça aussi qui peut rendre les choses plus longues. Donc, j'ai la chance, la grâce, si vous voulez, de ne pas reprendre d'année. Donc, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième année. À partir de la sixième année, à l'époque, chez nous, on n'avait pas de système de licence master. Après nous, ça a été instauré, mais chez nous, c'était quand tu commences médecine, soit tu vas au bout. Si tu t'arrêtes en chemin, considère que tu as tout perdu parce qu'il n'y a pas d'autre alternative. Si tu t'arrêtes en chemin, c'est pour aller reprendre, c'est-à-dire tu reviens avec un bac plus 0 et tu reprends, tu fais autre chose. Voilà. Ouais, la pression. Donc, il fallait soit trouver le moyen d'arriver au bout ou être sûr voilà, soit quand tu commences et que tu y vas, tu vois que la ligne finale. Voilà. Donc, en sixième année, c'est l'année où il faut valider tous ces modules. Première, deuxième, troisième année, il y a la possibilité de traîner quelques modules, si je me rappelle bien. En troisième année, il faut forcément valider les modules de la première et de la deuxième année, sinon tu ne peux pas aller en quatrième année. Et ensuite, tu continues ton parcours. Mais ce qui est sûr en sixième année, si tu ne valides pas tous tes modules, s'il faille que tu fasses la sixième année 7 fois, tu la feras 7 fois, tant que tu n'as pas validé tous tes modules. Voilà. Et tu peux arriver en sixième année avec un module que tu n'as pas validé. Et tant qu'il n'est pas validé, tu ne bougeras pas. Voilà. D'accord. OK. Bon, bah, on peut comprendre pourquoi il y a une telle exigence, mais c'est vrai que quand même... C'est chaud. Voilà. Donc, après, quand tu arrives à valider tes modules de la sixième année, il y a ce qu'on appelle les stages. Là, maintenant, tu es vraiment... Et il faut savoir qu'au cours de la formation, à partir de la deuxième année, on a commencé à aller à l'hôpital. En deuxième année, on va faire ce qu'on appelle les stages infirmiers. On va nous apprendre à prendre des voies, à faire des injections, etc. Bien sûr, supervisé par les seniors et tout. Et en troisième année, on commence les gardes. Voilà, c'est là où il faut savoir que le sommeil de 8 heures, c'est fini pour toi. D'accord. Et nous, dans notre formation, il n'y avait pas de repos post-garde. Donc, tu descends de garde, tu fais ce que tu as à faire avant de rentrer chez toi. Et ce n'est pas parce que tu as été de garde hier qu'aujourd'hui et que demain, tu ne pars pas au boulot. Demain, tu es là à 8 heures, à l'heure du staff et tout. Voilà. Et quand tu es dans un service de chirurgie, tu es là à 7 heures. C'est-à-dire, tu fais comme tout le monde. Que tu sois de garde, que tu ne sois pas de garde, le matin, tu dois être là. Voilà. Il n'y a pas de repos post-garde. D'accord. Voilà. Ça. Alors, donc, c'est ce qu'on a fait. Comment on fait, en fait, qu'on n'a pas dormi? Moi, en fait, c'est vraiment une question que j'ai. Je pense qu'on s'adapte. Et moi, ça nous a suivis même jusqu'à présent parce que moi, personnellement, je n'arrive pas à faire mes nuits. Je traîne, voilà. Pour l'instant, en tout cas, je n'arrive pas encore à faire mes nuits parce que je n'ai pas vraiment récupéré pour l'instant. Mais on s'habitue. On s'habitue, je pense. On arrive à s'habituer. Après, souvent, vous voyez des images, des photos de certains médecins qui sont dans les chambres de garde, qui sont endormis. C'est-à-dire, pendant la garde, si tu as
petite accalmie d'1 heure, de 30 minutes. Tu te poses, tu dors rapidement. Soit l'infirmière qui est là, s'il y a quelque chose, elle va te réveiller. Donc, c'est ça, tu voles des petits bouts et puis tu essaies de faire avec, quoi. Voilà. D'accord. Mais sachant bien que les seniors, c'est des êtres humains, s'ils Oui. voient le matin que tu es vraiment out et que tu n'en peux plus, parfois on peut te dire, allez, on te laisse te poser rapidement, ou bien tu disparais, dormir 1 heure, on demande, elle est où, docteur Farida? Non, en fait, elle allait prendre le petit-déj ou un truc comme ça, mais tu comprends que, voilà, tu t'es camouflé quelque part pour taper un somme avant de revenir beaucoup plus, voilà. Donc, en 6e année, c'est ça. Après la 6e année, il faut faire le stage qu'on appelle stage rural chez nous. Rural, comme vous entendez, hein, on t'envoie en zone rurale, tu vas en immersion si tu veux. C'est là où tu vas voir la vraie médecine parce que tout ce que tu avais fait avant, il y avait, si vous voulez, un senior qui était toujours là pour te dire oui, ici c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais en 6e année, quand tu vas en stage rural, c'est la zone rurale. On te considère comme un médecin, voilà, a priori. C'est vrai que tu as un médecin-chef qui est là, qui te couvre, qui te chapeaute, mais il y a des choses, surtout en zone rurale, que tu ne verras pas. Moi, c'est en zone rurale que j'ai appris à prendre en charge une morsure de serpent parce qu'en ville, tu ne vas jamais tomber sur ça. Voilà. Donc, c'est dur. Et Dieu merci. La zone rurale, voilà, c'est vraiment, tu vas te confronter à des choses que tu n'as pas l'habitude de voir à l'hôpital. Ouais. Et je pense que c'est quelque chose de très, très important et de très bénéfique dans le cursus de tout médecin. D'accord. Voilà. Okay. Et après, c'est la thèse qui peut prendre 1 année, qui peut prendre 2 ans, qui peut prendre 3 ans. Ça va dépendre de ton sujet de thèse. Ça va dépendre de ton directeur de thèse. Je pense que ça, c'est pas qu'en médecine, c'est partout, en fonction de sa disponibilité et tout. Et ça va dépendre également des articles que tu vas chercher, etc. Moi, ça a un peu traîné parce que je suis une tête dure. Je suis allée prendre une thèse qui n'avait jamais été faite au Sénégal, ni en Afrique de l'Ouest. Donc, il fallait carburer, mais voilà, c'est ça. Mais bon, après, j'ai envie de dire, en fait, ma question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a beaucoup de cardiologues au Sénégal, de médecins cardiologues au Sénégal? Oui. Alors il faut savoir que l'école de cardiologie du Sénégal, quand même, est une des, je ne vais pas dire la première, je pense en Afrique de l'Ouest, c'est une référence. Voilà. C'est une référence parce que nos maîtres ont été les premiers quand même à vraiment promouvoir la cardiologie. Au Sénégal en particulier, en Afrique de l'Ouest en général. Je pense après le Sénégal, il y a la Côte d'Ivoire qui vient juste après le Sénégal et tout. Mais il y a beaucoup de cardiologues qui sortent de cette école, pas forcément des Sénégalais, ils viennent d'un peu partout, on vient d'un peu partout, c'est vraiment un melting pot. On a le Cameroun, on a le Maroc, on a presque tous les pays de l'Afrique de l'Ouest en particulier, et puis bon, des autres pays d'Afrique qui n'ont pas forcément la spécialisation de cardio qui viennent. Donc, il y a vraiment beaucoup de cardiologues qui sortent, même s'ils ne restent pas forcément au Sénégal, mais l'école sénégalaise de cardiologie a formé beaucoup de cardiologues. D'accord, ok. Et c'est bien de dire aussi, c'est bien aussi de préciser que ce n'est pas tous les pays, on va dire, que la spécialité cardiologie. Parce que je sais qu'il y avait une jeune fille à l'époque qui m'avait demandé, elle voulait étudier la cardiologie, elle ne savait pas où le faire en Afrique de l'Ouest. Donc, c'est intéressant de dire que voilà, alors à l'université Cheikh Anta Diop en particulier, il y a cette spécialité qui est enseignée. Donc, voilà. Okay. Alors, maintenant, quelles sont les qualités et les compétences qui sont nécessaires pour exercer ton métier selon moi? Oui. Alors, moi, je pense que déjà, avant de parler de mon métier, avant de dire les qualités qu'il faut pour exercer le métier de cardiologue, moi, je dirais peut-être les qualités qu'il faut déjà pour être médecin. Voilà, c'est important. Moi, je pense qu'il faut de l'empathie. Il faut vraiment être doté d'empathie. Beaucoup, beaucoup d'empathie. Parce que être malade, c'est pas évident. Être malade change l'être humain, qui aurait pu être la plus belle personne. Le fait de sentir les individus prennent la douleur, prennent la maladie de façon très différente. Et il faut savoir les comprendre, essayer de les comprendre. Donc, je pense que l'empathie est très importante. Après, de la patience. De la patience et beaucoup de patience et de volonté. Voilà. La volonté, pourquoi? Parce que les études de médecine, c'est long, c'est très long. Ouais. Bon, c'est un peu difficile, voilà.
Et il faut beaucoup de patience. Déjà, pour toi-même, pour ta famille derrière qui compte sur toi, secondairement, pour tes patients. Voilà. Si tu n'es pas patient, si tu es un médecin qui ne sait pas euh, être pédagogue, parce que recevoir un malade, il y a des patients qui savent déjà, hein, qui sont allés sur Internet, qui ont Ouais. lu, qui ont une idée générale ils ont déjà la réponse aux questions qu'ils vont te poser. Et puis, ils vont te les poser quand même. Et puis, dans leur manière de parler, tu sais qu'ils ont déjà fait des recherches, mais il faut quand même rester le médecin parce que c'est toi qui, oui, il y a Internet, oui, il y a Wikipédia et tout, mais Internet balance tout. Ouais. Donc, Internet n'a pas le monopole du savoir. Toi, tu es on va dire quoi, tu es différencié. Donc, il y a certaines informations que tu pourras améliorer à leur niveau. Il y a certaines choses, oui, c'est vrai que vous avez vu ça, mais ce n'est pas forcément comme ça. Et il y a des patients qui, voilà, qui lâchent pas, qui vont dire, mais pourtant, mais pourtant, mais pourtant, mais il faut avoir la patience de leur expliquer. Et je vais prendre l'exemple, par exemple, de l'hypertension artérielle. Tout le monde sait que c'est une pathologie, le traitement. Beaucoup disent à vie, moi je dis jamais à vie, je leur dis c'est pour ta vie. Et les gens, ils sont pas forcément d'accord de prendre des médicaments chaque jour de façon indéterminée. Voilà. Donc ils vont toujours revenir et ça, c'est toujours les premières questions qu'ils vont te dire. Ah, moi, j'ai mon voisin, j'ai ma tante, j'ai mon oncle qui dit que oui, quand tu es hyper tendu, quand tu commences le traitement, c'est fini, c'est pour toute la vie. J'ai tendance à leur dire oui, c'est vrai, c'est pas à vie, c'est pour ta vie. Parce que tu en as besoin. Si tu ne prends pas le médicament, ta tension artérielle va monter. Et si elle monte, elle peut entraîner des complications au niveau du cœur, au niveau des reins, au niveau des yeux. Mais c'est des patients que vous allez peut-être pouvoir convaincre, qui vont commencer le traitement au bout de 2 mois, 3 mois, qui vont arrêter le traitement, qui vont revenir, qui ne seront pas bien contrôlés. Il faudra encore repartir. Donc, nous, on appelle ça l'éducation thérapeutique. Il faudra recommencer encore et encore autant de fois qu'il le faudra parce que c'est pour leur vie. Voilà. Donc, vraiment de la patience. Ok, d'accord, je comprends. Mhm. Et alors, quels sont les avantages de votre métier? C'est-à-dire ce Les que vous avantages. utilisez en tout cas à l'exercer au quotidien. Moi, personnellement, c'est le sourire que je vois sur le visage de mes patients. D'accord. Parce que Ok. quand tu arrives à soulager une personne, Mhm. la reconnaissance, en fait, la manière dont ils vous regardent, on ne peut pas expliquer. Moi, je pense que voilà, vous avez déjà tout gagné. Et nous, en cardiologie, c'est surtout les personnes âgées d'un certain âge qu'on a tendance à recevoir à l'hôpital. Ceux-là, ils ont la belle manière, on dit, la fâcheuse tendance à, dès que tu les as soulagés, ils te chargent de bénédictions, ils vont prier pour toi, ils vont. Et ça, franchement, ça fait chaud au cœur, ça fait vraiment chaud au cœur. Parce que parfois, tu sors d'une garde, non, tu es à bout. Tu es esquinté, tu es à bout. Et eux, ils vont voir ça, ils vont venir vers toi, ils vont te dire, ah, vraiment, docteur, merci. Heureusement que tu étais là, merci pour ce que tu as fait et tout. Waouh, c'est magnifique. Moi, D'accord. c'est vraiment l'un des premiers avantages. Après, le second, c'est toujours ça, hein, c'est toujours la reconnaissance. Tu peux passer quelque part, on te reconnaît, tu passes dans une agence, on te reconnaît. Ah, docteur Tant. Et parfois, certains vont te dire, si tu vas à la banque, par exemple, et qu'ils te reconnaissent, ah oui, lui, il est médecin, il ne peut pas trop attendre parce qu'il a les malades et tout. Donc, parfois, tu peux Oui. avoir certains privilèges de ce côté-là. Tu ne fais pas la queue, on te prend en priorité, etc., Oui. etc. Voilà. Bon, moi, je donne un exemple personnel. Hein, dans l'avion, on peut te surclasser parce que tu es médecin, en fait. Bon, c'est dommage pour la personne qui a eu le problème, j'avoue. Mais du coup, en fait, c'est vraiment ça, en fait. C'est des Ouais, avantages. ouais. Voilà. Et les gens sont toujours contents de savoir qu'il y a un médecin dans les parages. Déjà, là où tu habites, si, ils savent Ouais, qu'il y a un médecin, ouais. si tu es dans un bus, partout, ils cherchent à savoir est-ce qu'il y a un médecin, si oui. Ils sont d'office soulagés, même s'ils ne savent pas forcément quelle spécialisation tu fais. Parce que l'ophtalmologue, là, si la femme, elle accouche, voilà. C'est vraiment compliqué. Ok, ok, je comprends. Mhm. Et est-ce qu'il y aurait des inconvénients? Ah oui. Ah oui. Ok. Ah oui. Les inconvénients, il y en a beaucoup. Moi j'ai des exemples, hein. En Afrique, en tout cas. Mhm, De l'Ouest en particulier. Moi, je dis les inconvénients surtout, c'est les limites du plateau technique. Voilà. mhm. De savoir que j'aurais pu faire ça, mais j'ai pas pu parce que j'avais pas ça. Ça brise.
D'accord. Ça brise une personne de savoir qu'il m'aurait juste fallu avoir ça. Tu sais, tu as les connaissances, tu as la théorie dans la tête, tu as la pratique dans les mains, mais tu n'as pas ce qu'il faut pour sauver l'individu. Ça brise. Ça brise. Et la seconde chose, ça c'est un fait divers et je pense que ça doit pouvoir se régler. C'est surtout les accompagnants des malades. Moi, je peux accepter qu'un malade s'emporte, qu'il limite me parle mal, même si ce n'est pas logique parce que c'est des choses qu'on vit au quotidien. Mais je refuse qu'un accompagnant me crie dessus ou lève la main sur moi. Parce que le malade, d'un côté, je comprends qu'il a mal et qu'il est peut-être dépassé par la douleur. C'est pour ça qu'il se comporte comme ça. Mais l'accompagnant, je ne veux pas ça. Non. Donc, c'est certains inconvénients. En Côte d'Ivoire, par exemple, il y a déjà eu des médecins qui se sont fait agresser physiquement, des dames et tout. Et parce que la famille a estimé que la prise en charge n'a pas été faite comme elle le voulait, ou voilà. En fait, malheureusement, il y a certaines réalités que beaucoup de gens ne perçoivent pas. On est obligé de faire avec. Quand il y a un problème, on regarde toujours le médecin toujours, sans chercher à savoir est-ce que le médecin avait le plateau technique qu'il fallait, est-ce que le médecin, est-ce que. Donc, c'est très, très délicat de ce côté-là. Le plateau technique, c'est le matériel. Exactement, c'est le matériel en fait, à disposition. OK. Le matériel et tout. Voilà. D'accord. OK, je comprends. Et alors, en termes de... Alors, qu'est-ce qui a été un peu un élément de surprise quand vous avez commencé à exercer? Bon, à part ce que vous avez eu en zone rurale, là, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a vraiment surpris par rapport à la théorie de la formation? Alors, surprise. Juste que médecine, tu sais quand tu commences, tu ne sauras jamais quand tu finis. OK. Voilà. Ça, c'est la première surprise. Que ce n'est pas forcément les plus calés dans la tête qui sont les plus compétents, surtout en médecine, parce que la médecine, c'est la pratique. On a des aînés qui étaient nos promotionnaires, c'est-à-dire on était dans la même année, mais le gars, il a un bagage professionnel, c'est-à-dire en pratique. C'est quelqu'un qui n'a pas forcément passé les années une à une comme nous, parce qu'il a peut-être repris certains modules. Mais en termes de connaissances dans sa tête, écoute, il n'y a pas match, quoi. Donc, vraiment, se dire que ce n'est pas parce que ce monsieur-là sort major de sa promotion que c'est le meilleur docteur. Non. Il faut d'autres qualités à côté et tout le monde ne les a pas. Voilà. C'est ce qui est surprenant en médecine. Voilà. D'accord. OK, c'est clair. Alors, maintenant, au niveau salaire, l'idée, c'est vraiment d'avoir une sorte de fourchette quand on débute. Alors, moi, je dis que souvent, ça, c'est pour se projeter au niveau même de la famille qui investit dans les études. C'est de savoir, voilà, sortir combien à peu près mon enfant peut avoir, bon, au Sénégal, à un instant T, quand il débute en tant que cardiologue. Alors, au Sénégal, en francs CFA, entre 500 000. Certains mieux calés qui ont des cabinets, certains professeurs peuvent aller jusqu'à 2 millions par mois. D'accord. OK. Voilà, donc mais ça, c'est après l'expérience. C'est pas dès le début qu'on a 2 millions. Ou si? Oui, non, voilà. C'est pas dès le début. Voilà, c'est pas dès le début. On doit aller faire médecine. Non, c'est pas dès le début. Les facultés, on va dire, sont assez occupées, mais il faut aussi comprendre que, voilà, enfin, on entend à travers votre témoignage que c'est pas comme ça, je me lève le matin, je vais faire médecine. Il faut vraiment avoir cette persévérance-là parce que ça va durer. Comme vous avez dit, on sait quand on commence, on ne sait pas quand on finit. Donc, si c'est pour dire au bout de quelques temps, ah non, bon, je suis fatiguée, peut-être qu'il valait mieux laisser la place à quelqu'un d'autre. Après, on ne peut pas accuser parce qu'on ne sait pas comment chacun va réagir en fonction du nombre des années. Et c'est vrai que les gens ont tendance, j'avoue, parce que même moi, je suis allée faire médecine d'abord, mais à aller en médecine, en fait, peut-être sans vraiment réfléchir à c'est quoi mes vraies motivations. Voilà, c'est comme avocat. Des fois, c'est bien, donc on y va. Mais en fait, ça ne suffit pas. Il faut bien réfléchir à pourquoi j'y vais et qu'est-ce que je vais aller faire là-bas, pas juste par mimétisme. Voilà. Voilà, c'est ça. Et certains, beaucoup abandonnent en chemin, beaucoup vont arriver en 5e année, ils laissent tomber, ils partent refaire autre chose. Certains sont poussés par les parents parce que papa peut-être est médecin ou maman est médecin ou voilà, il y a un médecin dans la famille, il faut reprendre le cabinet et tout, même si l'enfant ne veut pas forcément faire des études de médecine. Donc, les parents obligent. Donc, ceux qui vont avec ce type de motivation-là, forcément, voilà,
il y a des moments où tu es au plus bas, il y a des moments où tu es au bout de ta life, comme on dit. Tu es fatigué, tu as une pile de cours qui est là, tu as les gardes à gérer, tu as ceci, cela. Donc, si tu n'as pas la motivation qu'il faut, tu laisses tomber, mais tu laisses vraiment tomber, quoi. Et quand Ouais. on voit quelqu'un qui arrive en 6e année, qui refait la 6e année une fois, deux fois, trois fois, mais qui continue de la refaire, c'est quelqu'un qui a une motivation. Et ce type de personne-là, moi, je le dis tout le temps, lorsqu'il a son diplôme, une structure peut le prendre, qu'elle n'hésite pas, parce que ça sera un excellent médecin. Quand tu as cette volonté-là, tu peux tout faire. D'accord. Ok, très bien. Et est-ce que vous avez des conseils à donner aux jeunes qui veulent... Alors, on a déjà donné quand même pas mal de conseils, j'avoue, pendant qu'on parlait, mais est-ce que vous avez d'autres conseils que vous voudriez donner à des jeunes qui envisagent de suivre cette voie? Alors, le premier conseil, c'est d'abord la volonté, comme j'ai dit. Il faut vraiment le vouloir. Il faut avoir la hargne, en fait. Il faut vraiment le vouloir parce que le parcours, en plus d'être long, il est difficile. Et en Afrique de l'Ouest, il n'est pas forcément très rentable sur le plan pécunier. C'est-à-dire, au Sénégal, par exemple, si tu n'as pas de bourse, écoute, tu vas faire tes 8 ans à la charge de ta famille. Et si tu n'as toujours pas de bourse, tu vas faire les 4 ans de spécialisation à la charge de ta famille. Donc, on va dire que tu fais un bac plus 12 à la charge de ta famille. Parce que tu n'as pas le temps d'aller faire des gardes rémunérés puisque tu es tout le temps à l'hôpital. Donc, cet argent-là, pour payer l'écolage, pour payer les frais de scolarité, il faut que ce soit la famille qui te soutienne. Voilà. Et il faut te mettre en tête, comme je l'ai dit, tu commences, tu sais quand tu commences, tu ne sais pas quand tu finis. Tu sais juste que c'est bac plus 12 minimum. Si tu n'as rien fait, c'est bac plus 12. Donc, c'est que si tu reprends des années où il y a les choses qui peuvent arriver dans la vie, il y a certains aléas, il y a des promotionnaires qui se sont mariés en chemin, qui ont fait des enfants en chemin, tout ça. Donc, si tu n'as pas pu allier voilà, mariage, enfant, au cursus, c'est que tu as pris un peu de retard et tout, donc ça sera plus bac plus 12. Tu as beau être la plus calée du monde, ça sera bac plus 13, plus 14, plus 15. Donc, il faut savoir que beaucoup de choses peuvent arriver. Donc, si tu n'as pas la volonté, si tu n'es pas sûr que c'est ce que tu veux faire, trouve une issue rapidement. Mais les choses ont changé quand même, parce qu'après nous, il y a eu le système de licence-master, ce qui fait que tu peux commencer médecine, tu arrives en 3e année, tu as ta licence. Si tu veux faire autre chose, il y a des branches qui peuvent s'ouvrir à toi. Tu peux continuer en 5e année. Si tu as le master, tu veux faire autre chose, il y a des branches qui s'ouvrent. Moi, je trouve que c'est beaucoup mieux que pour nous, à l'époque, qui commencions en médecine. Et toi, tu arrives au bout, tu fais tes 7 ans. Nos promotionnels qui ont arrêté en 5 ans ont perdu 5 années et ont repris. Mais parfois, j'ai une amie que je salue au passage qui a commencé médecine, mais finalement, elle a laissé, elle allait faire autre chose. Mais elle était tellement brillante dans ce qu'elle a fait après que tu te demandes, voilà, j'ai perdu du temps pour ça. Donc, il faut vraiment, vraiment être sûr que c'est ce que je veux faire. Voilà. Et quand ça sera dur, bah, tu te plaindras à personne parce que c'est ta décision, c'est toi qui as voulu le faire. Voilà. Et après, en Afrique de l'Ouest, je vais toujours prendre l'Afrique de l'Ouest parce que c'est ce que j'ai comme référence, au Sénégal en particulier. Quand tu commences médecine, ne commence pas médecine en passant à l'argent. Parce que si tu fais ça, tu vas te casser la tête au bout de l'effort. L'argent, tu ne l'auras pas. En tout cas, pas au début. Voilà. Nous, on est sortis il n'y a pas longtemps, on continue de se chercher là, tu vois. Mais toute la reconnaissance que tu peux avoir, moi, il y a eu des endroits où j'ai voulu certains documents et c'est des patients que j'avais consultés qui étaient dans... J'arrive, ah, c'est vous et tout. Vous avez besoin de quoi, docteur? Tout de suite, il se lève et puis il gère ton problème. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment les avantages du métier. Mais l'argent, là, si vous faites médecine pour l'argent, en tout cas en Afrique, changez d'avis rapidement. En Europe, en France, vous faites médecine pour l'argent. Allez, allez-y. Au Canada, magnifique. Mais en Afrique de l'Ouest, là. Pas de moteur. Ok, très bien. Bon, en tout cas, merci beaucoup, docteur, pour toutes ces infos. Merci pour votre disponibilité. Parce que voilà, on sait que voilà, c'est le monde on va dire, c'est le monde des urgences aussi. N'importe quoi peut arriver pendant qu'on est en train de se parler là. Donc, vraiment, je pense qu'on est reconnaissant, ceux qui vont regarder aussi le seront, que vous ayez mis à disposition ce temps-là pour nous parler de votre métier, des études qu'il faut faire pour y arriver, et puis surtout les conseils. Parce que je pense que c'est ça ceux qui vont même s'engager pourront regarder cette vidéo et puis se dire, OK, je vais tenir comme le docteur, c'est un exemple, c'est un modèle. Donc, voilà. Et moi, je pense toujours à la jeune fille que j'avais, avec qui j'avais parlé, qui m'avait dit qu'elle, en tout cas, elle voulait faire cardiologue. Et je me dis que voilà, vous êtes grave, comme on dit, vous êtes un modèle pour elle. Donc, super. Ah, merci.
Et petit conseil, les gars, venez en médecine, venez en médecine. On a besoin de monde parce que quoi qu'on dise, ça manque gravement de médecins. On a besoin de médecins, on a besoin de spécialistes. L'Afrique en a grandement besoin. Voilà. Donc, venez, venez, ne pensez pas qu'à l'argent. Venez, venez. L'argent viendra, ça c'est sûr. Et même si ce n'est pas l'argent qui vient, vous aurez toutes les reconnaissances, vous aurez toutes les bénédictions, vous aurez toutes les prières. D'aucuns me diront, bah, les prières, ça nourrit pas le ventre de quelqu'un, mais les prières, ça fait des miracles. Donc, venez en médecine, on vous attend. Tout à fait, je suis d'accord. Merci beaucoup. Merci Donc, à vous. avant qu'on conclue notre entretien, je voulais juste saisir l'occasion pour parler du livre Mission Orientation. Donc, l'idée, c'est, alors, quand on sait comme docteur ce qu'on veut faire depuis qu'on est petit, tant mieux, et on peut confirmer ça avec le livre, parce que d'ailleurs, il y a les spécialités dedans, dans la cardiologie, mais quand on ne sait pas, c'est bien aussi de faire des activités pour se découvrir soi, savoir vers où on peut aller et ce qui va nous plaire beaucoup, enfin, en tout cas, où on va bien se débrouiller aussi. Donc, n'hésitez pas à vous procurer le livre Mission Orientation. Et pour savoir où il est disponible, je mettrai le lien, donc edukia.com/mission orientation. Comme ça, vous pouvez savoir où il est disponible pour vous le procurer. Voilà. Donc, l'idée aussi, c'est que si vous avez besoin d'aide et de tout ce qui est accompagnement, n'hésitez pas aussi à écrire à hello@edukia.com parce que justement, l'idée aussi, c'est de vous accompagner dans votre choix d'orientation et puis de faire que vous ne vous trompiez pas, pardon, de préférence. Et puis, on est sûr que ça va susciter, comme je dis toujours, des vocations, des centres d'intérêt pour cette spécialité de la médecine. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, surtout, n'hésitez pas à liker, à partager autour de vous. Partout, hein, Sénégal, Côte d'Ivoire, Togo, Mali, Burkina, on compte sur vous. Et en attendant, nous, on vous dit à très bientôt sur edukia.com.